Il est 19 h, vous êtes sur Public Sénat, voici les titres de cette édition. Fini le choc de compétitivité promis par Jean-Marc Ayrault. L'Elysée va prendre son temps et proposer à la place un pacte. Ce matin, c'est sur la délicate question du coût du travail que se tenait une réunion à Matignon. Mais pour l'heure, aucune piste n'est encore privilégiée. Ouverture du congrès du Parti socialiste à Toulouse. Objectif installé, l'ancien président de SOS Racisme, Harlem Désir, à la tête du PS pour succéder à Martine Aubry. Mais sera-t-il vraiment le patron? C'est la question qui va agiter ces 3 jours de débat. Fillon-Copé qui a remporté le match hier soir. Les 2 candidats à la présidence de l'UMP se sont affrontés lors d'un duel télévisé. Nous reviendrons sur ce débat avec notre invité ce soir, le sénateur UMP de Paris et soutien de Jean-François Copé, Pierre Charon. Bonsoir à tous. Il n'y aura pas de choc de compétitivité, mais plutôt un pacte. Le gouvernement renonce à l'idée d'un transfert massif de charges. Le coût du travail n'est que l'une des dimensions du problème, s'est justifié François Hollande. La question était abordée ce matin lors d'une réunion à Matignon. Jérôme Rabier. Les ministres sont pour la seconde fois de la semaine convoqués à Matignon pour parler compétitivité. Et au menu du jour, le point sensible du coût du travail. Aucune décision annoncée, mais après les accusations d'enterrement du rapport Gallois, Pierre Moscovici rassure. Sur la base à la fois des travaux de M. Gallois et des contributions du gouvernement. Et puis ensuite, nous prendrons nos décisions et nous proposerons à la France, à commencer par les entreprises, mais pas à elles seules, un pacte de compétitivité. Un pacte annoncé hier par le chef de l'État. Quelques mesures sont déjà envisagées, comme un renforcement des aides à l'innovation, un impôt sur les sociétés modulé en fonction de la taille des entreprises ou encore la simplification des procédures administratives. Des annonces interviendront le 6 novembre lors d'un séminaire gouvernemental au lendemain de la remise du rapport de Louis Gallois à l'Elysée. Mais c'est bien sur l'ensemble du quinquennat que les mesures seront appliquées. Et pour lutter contre la sinistrose, Pierre Moscovici dit des mots d'amour aux entrepreneurs. En déplacement dans le Lot-et-Garonne, le ministre de l'économie a regretté que la France soit souvent décrite de manière catastrophiste et sombre. Je veux délivrer un message de volontarisme et d'optimisme, a-t-il dit. Et voici le résultat de la question de notre partenaire le nouvelobs.com. Compétitivité, faut-il baisser le coût du travail? Les internautes ont répondu oui à 66%, non 28%. Alors que Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, annonçait vouloir rompre avec une politique du chiffre qui pèse énormément sur les forces de l'ordre, le cabinet du ministre de l'Intérieur confirme ce soir qu'il y aura un peu plus de reconduites à la frontière en 2012 qu'en 2011, soit plus que le record de 33 000 personnes, indique-t-on ce soir dans un communiqué. Harlem Désir sera donc intronisé ce week-end, 11e secrétaire national du Parti socialiste. Il succède ainsi à Martine Aubry. Aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture, c'est l'intervention de Ségolène Royal qui a été remarquée. Elle s'exprimait au nom de l'Internationale socialiste. Vous pourrez suivre tous les discours d'intronisation sur notre chaîne ce week-end et demain à partir de 15 h. Ils ont tout fait pour éviter l'affrontement. Mission réussie pour les 2 candidats à la présidence de l'UMP, François Fillon et Jean-François Copé. Le débat télévisé qui les opposait hier soir s'est déroulé dans une ambiance policée. On regarde un extrait de ce débat et on en reparle avec notre invité. Nous n'avons pas l'intention d'exposer les divergences éventuelles que nous pouvons avoir, parce qu'on se parle tous les deux de ces divergences, et ça n'est pas sur un plateau de télévision que l'on va donner des signes qu'il pourrait y avoir des difficultés à rassembler l'UMP, alors que notre volonté, c'est de rassembler. La première chose que je ferai, si les militants me font confiance, c'est de tendre la main à Jean-François, comme aux autres candidats d'ailleurs, qui étaient candidats à cette élection et qui n'ont pas pu concourir. Il y a entre François et moi un respect total. On a effectivement des différences, mais on a surtout beaucoup de points communs et c'est heureux, on est de la même famille. Au lendemain du 18 novembre, non seulement on sera totalement rassemblés, mais moi c'est un engagement que je prends très clairement. Si je suis élu, la première personnalité que j'appellerai, eh bien ce sera François. Pierre Charon, bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, qui est sorti renforcé de ce débat selon vous hier? Moi, je suis de parti pris puisque je soutiens Jean-François Copé. Mais en même temps, on peut se mettre sur Sirius pour voir comment ça se passe, puisque j'adore la politique et les débats.
C'était un débat entre l'UMP et l'UMP. Donc évidemment, il ne fallait pas s'attendre, malgré les efforts de M. Pujadas et de vos confrères, à une foire d'empoigne. Ça n'a pas été ça du tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous rassure. C'était d'ailleurs ce que souhaitait le bureau politique, qui, très prévenant, avait dit aux uns et aux autres, attention à ce débat, c'est le débat de tous les dangers. Ça n'a pas été le cas, puisqu'ils ne sont pas tombés dans les pièges. Donc nous sommes tous fiers. C'est quand même utile de débattre alors dans ces conditions. Ben, c'est la mode. Voilà, c'est la mode à l'UMP maintenant. Ça l'a été pour les présidentielles aussi au sein de l'UMP et de l'UMP. Lorsque Nicolas Sarkozy en 2007, j'avais un rôle dans la campagne à l'époque un peu plus important. C'était ancien conseiller, Nicolas Sarkozy. Voilà. Et donc il y a eu un débat entre Michel Ayomari et Nicolas Sarkozy. On aurait pu mourir de ridicule. Ça n'a pas été le cas. On s'en est sorti avec notre confrère et notre ami Raffarin qui faisait Monsieur Bayal. On s'en est sorti. Ça n'a pas été facile non plus. Mais là, c'est différent. Deux hommes d'État ont débattu et ont démontré que tout le monde allait se rabibocher après le 18 novembre, ce qui est le but de l'opération. Ce n'était pas fleur et moucheté, chacun y allait. Il y a des petites phrases, il y a des signes, il y a des plans de coupe. On voit un petit peu là où on peut être différent. Et vous y croyez, ça, un rabibochage après le 18 novembre? Ah ben, les militants n'accepteraient pas autre chose. Si tous les gars du monde voulaient bien se tendre la main, c'est ce qui a été dit dans votre sujet. Bien sûr que ça va se passer comme ça. Bien sûr, on n'a pas le choix. De toute façon, on est en reconquête. Vous avez vu ce matin le sondage des Figaro, 64% des Français sont mécontents du président de la République, dont le tiers de ses propres électeurs. C'est énorme. Enfin, écoutez, quand Nicolas Sarkozy est arrivé, on n'a pas toujours eu des bons sondages. J'en sais quelque chose. Mais franchement, c'est quand même énorme ce qui se passe. Ils en sont à tel point de savoir si ce que le Premier ministre peut rester. Il est par ses propres ministres mis en cause. Donc pour nous, là, c'est rien du tout. Vous venez d'annoncer que M. Harlem Désir a été désigné par le Parti socialiste. C'est une belle preuve de démocratie pour nous que de faire une compétition. Mais c'était une compétition avec sourire. Alors, Jean-François Copé, hier, est revenu. Il a été questionné plusieurs fois sur la polémique déclenchée par ses propos sur le pain au chocolat. Est-ce qu'il a bien fait de revenir sur cette affaire, selon vous, d'un point de vue stratégique? Oui, c'est pas lui qui est revenu. Ce sont les intervieweurs. C'est normal, d'ailleurs. Moi, je suis tout à fait d'accord avec sa ligne là-dessus. Sur le racisme anti-blanc, sur le pain au chocolat et sur tout ce que vous ne savez pas. Et moi non plus. Parce que je pense que si on n'occupe pas le terrain des gens qui sont affolés par ce qui se passe actuellement en France, c'est pour Marine Le Pen. On a gagné en 2007 parce qu'on a fait un hold-up sur les voix de chez nous qui étaient partis chez Le Pen et qui sont revenus à l'occasion pour cette présidentielle. On peut dire qu'en 2012, c'est la ligne Buisson, la droitisation de la campagne qui a fait perdre Nicolas Sarkozy. Moi, je soutiens la droite forte. Parmi les mouvements, je soutiens la droite forte. C'est-à-dire la suite de la France forte, campagne de Sarkozy. La droite forte, c'est la suite logique. C'est là où il y a le plus de Sarkozy, selon moi. Mais enfin, ça sera pas contesté, on verra bien les résultats. Moi, je suis pour cette ligne-là. Voilà, je suis un sarkozyste pur porc et intégriste, et je pense qu'il a eu raison de faire ça. C'est pas la ligne Buisson, c'est la ligne Sarkozy. Buisson est un excellent conseiller, il en a eu d'autres aussi, et il a montré qu'il était un homme d'ouverture. Regardez les ministres que nous avons eus au gouvernement. Alors ce matin, on a appris le ralliement de Xavier Bertrand, l'ancien ministre de l'Emploi, à François Fillon. C'est un coup dur, ça, pour votre camp? Ça ne correspond pas à ce qu'il m'avait dit lorsqu'on était à Marc-en-Barreuil. Enfin, ça ne fait rien. Il y a aussi quelques surprises chez les mousquetaires. Bon, mais ça, je suis habitué depuis 40 ans à voir des mini-trahisons. Les colonnes vertébrales ne sont pas adaptées à tout le monde. Mais là, je trouve que bon, il aurait pu ne pas prendre parti et ayant été lui-même en situation d'être candidat. Je trouve que c'est pas très élégant. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le vote des militants, pas le vote des barons ni des hiérarques. C'est la raison pour laquelle, regardez, j'ai un exemple sur la météo nationale qui peut vous intéresser. Il y a le mercure qui vous donne la température, et puis il y a le ressenti, qui est un mot nouveau, inventé par la météo, qui se trompe tout le temps. Depuis des années, elle se trompe et elle gâche le week-end des Français. Bon. Le ressenti, c'est, il pourrait faire plus froid que prévu, ou plus chaud que prévu. Et puis il y a le mercure qui donne la réalité. Moi, je pense que le mercure donne Copé gagnant, et le ressenti, Fillon gagnant. Alors donc le 18 novembre, vous l'avez dit, les militants vont voter. Est-ce que celui qui va sortir vainqueur de ce duel sera le candidat naturel à la prochaine présidentielle de 2007, le candidat de l'UMP? Absolument pas. C'est pour ça que je soutiens Copé. Copé est dans une situation de reconquête. Son seul propos tous les soirs ou plusieurs fois par jour est de dire la reconquête des municipales. Il ne parle que de ça. Moi, égoïstement, je pense aussi aux sénatoriales qui auront lieu quelques mois après parce que les municipales sont une fabrique de grands électeurs. Et les grands électeurs, quelques mois après, donc 4 mois après, voteront
Et c'est là où nous espérons, puisque nous avons 6 voix d'écart actuellement au Sénat, reprendre le Sénat, ce qui serait quand même un fanion planté qui pourrait faire beaucoup de bruit à mi-mandat. Alors je reviens un petit peu, avant de reparler peut-être des sénatoriales, à la présidentielle. Ces derniers temps, on parlait d'un éventuel retour de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé, si Nicolas Sarkozy revenait dans la course pour la présidentielle, se retirerait selon vous? Moi, je suis vice-président de l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Bon, ça fait 25 ans que je le connais, Brice Hortefeux est notre président, et c'est normal. On a tous pris des positions. Cette association n'est pas faite pour gérer un héritage. Pour qu'il y ait un héritage, il faut qu'il y ait un mort. Or, il n'est pas mort, comme vous avez pu le voir. Il est discret. Il s'applique à lui-même ce qu'il avait dit, et je trouve ça formidable. Mais les situations, pour nous gaullistes, font que parfois, il y a des retours possibles. Je ne vis pas dans l'espoir du retour, mais s'il revient, la différence entre les deux hommes, c'est qu'il y en a un. Vous y croyez à son retour? Vous en avez parlé avec lui récemment, vous l'avez vu? Je l'ai vu, oui. Il y en a un qui a dit, qu'est-ce qu'il vous dit? Il ne parle pas politique. Je me retire, et il y en a un qui ne l'a pas dit. C'est déjà une différence entre les deux hommes. Celui qui croyait, celui qui ne croyait pas, vous savez bien. François Fillon, s'il n'est pas élu président, secrétaire général de l'UMP. Président de l'UMP. Oui, président de l'UMP. Il aura quoi comme lot de consolation, la mairie de Paris? C'est ce que vous lui souhaitez? Non, il aura une poignée de main de réconciliation. Et inversement. C'est pas une boutade, hein, ça a été dit hier soir. Oui, pour la mairie de Paris. Moi, à partir du moment où François Fillon vient sur Paris, j'aurais vraiment souhaité, pour nous, c'est d'avoir un homme d'État qui arrive sur Paris pour se présenter à Paris. La suite logique, c'est de se présenter à la mairie de Paris. Il avait une occasion hier soir de le dire. Il n'a pas choisi ce moment pour le faire. J'espère qu'il le fera à un autre moment. Sans ça, ça posera un gros problème à l'UMP de Paris. Mais vous n'allez pas le soutenir? Vous n'allez pas soutenir sa candidature à la mairie de Paris, si? Mais si Fillon vient, tout le monde sera derrière lui. Parce que c'est notre chance de reconquérir Paris. Bien sûr, ça n'a rien à voir, la présidence du mouvement. Fillon, pour nous, c'est une chance exceptionnelle qu'il soit sur Paris, mais c'est pour aller à la mairie. C'est pas pour rester uniquement dans le 7e arrondissement. Ça serait sans ça un petit peu, curieux. Je ne peux pas vous laisser repartir, Pierre Charon, sans vous poser une question sur Chantal Joanneau. Elle a rejoint dimanche dernier le groupe UDI-UC de Jean-Louis Borloo. Vous lui souhaitez bonne chance? Oui, si c'est conforme à ses idées, je lui souhaite bonne chance, bien sûr. Est-ce qu'elle doit démissionner de son mandat? Heureusement que j'ai fait une liste appelée à l'époque dissidente, que j'avais appelée complémentaire, parce que sans ça, il n'y aurait pas de député UMP sur Paris en dehors de Dominati. Mais je suis le seul sénateur élu à Paris. Donc, je lui souhaite bonne chance, bien sûr, mais je trouve un petit peu curieux qu'elle soit partie comme ça, au bout d'un an, en ayant été un petit peu gâtée par l'UMP, et par ceux qui l'ont désignée notamment. C'est vécu comme une trahison, ça? J'utilise pas des mots comme ça. C'est une grosse surprise, en tout cas. Merci beaucoup Pierre Charon d'avoir été l'invité de cette édition. Des pains au chocolat baptisés Copé ont été distribués ce matin à la Grande Mosquée de Paris, une initiative du Conseil des démocrates musulmans de France pour lutter contre l'islamophobie. En réponse, on vient d'en parler, à la polémique déclenchée par Jean-François Copé. Alors que les musulmans se préparent à partir d'aujourd'hui à fêter l'Aïd el-Kébir, leur plus importante fête religieuse, dans un contexte particulier de stigmatisation, ambiance dans le 18e arrondissement de Paris, où se sont rendus Cécile Sixou et Camilla Campedusano. On a acheté un mouton, ça voit, non? Dans cette boucherie halal du 18e arrondissement, certains partent les bras bien chargés. Ce soir, ils vont fêter l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. C'est un grand jour aujourd'hui pour les musulmans dans tout le monde entier. Un grand jour, malgré le contexte particulier, leur communauté se sent de plus en plus stigmatisée. Ils sont derrière nous et tout le temps dans les musulmans et nous doit. C'est trop. On est dégoûté de ce truc-là. Tout le temps, ils nous montrent de doigts. Les Arabes, c'est pas les musulmans. Il y a des musulmans bien et des musulmans pas bien. Ce jour de fête est aussi un jour de prière et devant cette mosquée parisienne, les pratiquants déplorent également les attaques contre leur religion. On est un petit peu triste de savoir qu'on n'est pas aimé et qu'on est mal jugé, voilà, c'est tout. Nous ne sommes pas des méchants. L'homme musulman, dans la religion musulmane, il y a tout. En tout cas, pas de quoi gâcher la fête ce soir aux familles musulmanes. C'est rien. La trêve en Syrie n'aura été que de très courte durée. Au moins 47 personnes ont été tuées au premier jour d'une trêve éphémère déclarée à l'occasion de l'Aïd. Dès ce matin, les opposants au régime ont manifesté dans les principales villes du pays avant que le pays ne retombe dans la violence. Avec nous ce soir sur ce plateau, Abdelhamid El Atassi, vous êtes opposant syrien
Alors le non-respect de cette trêve était malheureusement prévisible. La précédente tentative menée par Kofi Annan avait déjà échoué. Comment vous expliquez? Oui, avant de l'expliquer, permettez-moi tout d'abord surtout de saluer la mémoire de ces martyrs du peuple courageux qui ont déjà dépassé le 35 000. Oui, c'est le dernier chiffre de l'ONU, 35 000 morts en 19 mois. Exactement, avec tous les souhaits pour l'établissement des blessés et surtout la libération des dizaines de milliers de prisonniers, sans parler de ces gens-là qu'on a détruit les maisons, qui ont été réfugiés. Bon, parce que ça, parce que ça, c'est déjà très connu, on le regarde tous les jours sur la télé. Bon, tout d'abord, Bachar al-Assad, ça, c'était pas quelque chose de quelque chose inattendu. C'était quelque chose, d'ailleurs, même pas mal des présidents et hommes responsables, ils ont dit qu'ils ont mis en doute que Bachar va respecter ça. Surtout l'expérience avec lui. D'ailleurs, dans tout son passé et au présent, il n'a jamais respecté toutes ses promesses, toutes les paroles, toutes les choses. D'ailleurs, même avec surtout l'initiative de la Ligue arabe, c'était pareil. Avec Kofi Annan, c'est pareil. Et maintenant, avec l'Ibrahimi. Et je sais, permettez-moi de dire que cet ex-Brahimi qui l'a lui-même dit que c'est quelque chose, que l'impossible, on ne vit pas aujourd'hui dans une époque des miracles. D'ailleurs, c'est une perte de temps. Ça fait 2 mois et surtout la population rienne, vraiment ne compte pas beaucoup que ça, parce que pour nous, c'est une perte de temps, c'est donner une occasion le clan d'Assad, avec toute cette bande de continuer. Si on ne peut pas négocier avec lui, si on ne peut pas attendre de trêve, comment faire pour relancer le processus politique? Qu'est-ce que vous préconisez? Écoutez, relancer le processus politique avec ce régime, c'est impossible. Parce que ce régime, parce que ça, il n'a jamais été, parce que ça, le processus, il y a des conditions. Tout d'abord, le premier processus politique, c'est arrêter les bombardements. Parce qu'aujourd'hui, on fait, pas seulement on tire les bombes, on tue toute l'histoire, toute la civilisation, tout le passé, tout l'héritage historique des villes qui sont déjà considérées comme les Nations Unies, que d'héritage historique, il les détruit. Vous savez bien comme Iran. D'ailleurs, ni la première guerre, ni la deuxième, on n'a pas vu de barbarie pareille. Je peux pas des villes comme Alep, comme Homs, comme Hama, comme partout, comme Bousra, comme donc, arrêtez toujours les bombardements, retirer l'armée, et ça, on peut commencer un processus politique pas avec des bourreaux, pas avec des criminels, avec des gens du système, mais quand même qui n'ont pas commis des crimes et qui n'ont pas été vraiment impliqués dans la corruption. Un des objectifs de cette trêve, justement, c'était de permettre l'arrivée des agences humanitaires. Aujourd'hui, l'ONU dit que 67% des hôpitaux sont endommagés. Le peuple syrien n'a plus d'endroit pour se réfugier. C'est aussi ce qui remonte de votre côté. Ce sont les informations que vous avez? Absolument. Absolument. Depuis le matin, il y avait, et d'ailleurs, depuis même avant, dans la matinée, il y avait 30, et le nombre ne s'arrêtait pas. Et c'est le régime lui-même qui a commencé. Il a avancé surtout parce que pour libérer les encerclés et les combattants, les jeunes, ils ont, bien sûr, ils ont riposté, ils ont défendu leur position contre l'attaque du régime. Et c'est l'aviation et les bombardements, c'est eux qui ont commencé, qui ont tiré sur les villes, avant que les gens, même sur la population, et comme vous le voyez. Donc c'est pour cela. Le régime, d'ailleurs, surtout, il ne fait pas seulement danger contre la Syrie, il touche aussi toute la région. Parce que de déstabilisation avec l'attentat à Beyrouth au Liban. Justement, parce que même la paix, pas seulement dans toute la région, il est déjà mis en danger. Et ça, c'est le rôle et l'objectif et le devoir de la Nation Unie, malheureusement, qui n'a pas fait son devoir. Elle a été créée pour défendre pour la paix et la sécurité, mais elle n'a pas défendu la paix, elle n'a pas défendu la sécurité. Elle a trahi même le devoir et même les principes sur les bases elle a été. Et ça, c'est vraiment honteux. Jusqu'à maintenant, c'est 20 mois de barbarie et de massacre à cette population courageuse qui a
manifester pacifiquement et réclamer son droit le plus primitif, sa liberté et sa dignité. Et voilà. Si l'ONU ne peut pas se déployer, si les forces de l'ONU ne peuvent pas se déployer, que va-t-il se passer dans les prochains jours selon vous? Non, mais il faut. Mais écoutez, si le Conseil de sécurité est paralysé par les Russes et par les Chinois, mais il y a d'autres moyens. Il faut les autres. Ceux qui prétendent qu'ils sont amis du peuple syrien, c'est les pays qui défendent la démocratie et qui respectent les droits de l'homme selon leur constitution et selon leur don. Il faut qu'ils agissent et qu'ils peuvent bien agir comme ils l'ont agi dans pas mal de cas. Merci beaucoup Abdelhamid El Atassi d'avoir été ce soir avec nous. Je rappelle que vous êtes opposant syrien. Merci. En Italie, la condamnation de l'ex-chef du gouvernement Silvio Berlusconi à 4 ans de prison pour fraude fiscale a été réduite à 1 an. Il a bénéficié d'une amnistie en vertu d'une loi de 2006 qui avait été promulguée par le gouvernement de gauche de l'époque pour réduire la surpopulation carcérale. Et puis tout de suite, tout ce qui vous a échappé cette semaine au Sénat avec le résumé de Nadia Belromari. Retour sur les principaux événements qui ont animé cette semaine l'activité de nos sénateurs. Nouveau cafouillage dans l'hémicycle. Mercredi, Jean-Marc Ayrault a pris de vitesse les sages du Conseil constitutionnel en annonçant avant eux l'annulation de la loi Duflot sur le logement social. L'occasion était trop belle pour l'opposition. Au moins, Jean-Marc Ayrault restera dans les mémoires comme le seul Premier ministre à avoir réussi à bafouer le Parlement et le Conseil constitutionnel dans la même matinée. En cause, le non-respect de la procédure législative. Il y a un cafouillage et une impréparation du côté du gouvernement, une précipitation. Et l'ancien président du Sénat de rajouter. Depuis l'élection du président de la République François Hollande, 100% des textes législatifs sont examinés selon la procédure accélérée. Pas une loi ordinaire n'a été examinée normalement. Un nouveau texte sera présenté le 14 novembre en Conseil des ministres. Mardi, le Sénat a adopté une résolution reconnaissant la répression du 17 octobre 1961 à l'encontre d'Algériens qui manifestaient à Paris. Une victoire à l'arraché des communistes qui veulent aller plus loin avec l'ouverture de toutes les archives sur les guerres coloniales. La vote du Parlement va donner une portée solennelle à cette situation qui sera tout autre. Un souhait que l'opposition ne partage pas. Selon elle, si la vérité historique sur cette répression doit être établie, sa reconnaissance politique ouvrira la boîte de Pandore. Il faut laisser apaiser tout ça. Je crois que l'oubli est une bonne chose. Cette reconnaissance tombe à pic quelques semaines avant le voyage de François Hollande en Algérie. Nouveau couac dans la majorité. Mardi, une coalition inédite communiste droite-centre a fait capoter en commission la proposition de loi socialiste sur la transition énergétique. Une fronde qui a provoqué jeudi la démission du rapporteur du texte, Roland Courteau, et qui fait réagir l'opposition. Il n'est pas interdit à des parlementaires de partager les mêmes convictions, de défendre les mêmes valeurs et de s'opposer à des textes mauvais. Les socialistes tentent, eux, de relativiser. C'est que dans un mois, il y aura l'hiver et qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui auraient été heureux d'avoir le bonus-malus et des tarifs progressifs de l'électricité. C'est le texte adopté à l'Assemblée qui sera discuté mardi prochain au Sénat, où il risque d'être à nouveau rejeté. Les sénateurs examineront en urgence, dès lundi, un projet de loi sur la programmation et la gouvernance des finances publiques. Le texte décline la stratégie de redressement des finances publiques pour les 5 prochaines années et tire les conséquences des règles du traité européen. Bonsoir Tam Tranui. Bonsoir Delphine. Alors on peut dire que la majorité sénatoriale a été mise à rude épreuve cette semaine avec notamment le rejet en commission du texte sur le bonus-malus de l'électricité. Oui, et cela grâce ou à cause d'un attelage inédit, UMP, centristes, communistes qui ont rassemblé leurs voix en commission pour faire échouer la majorité gouvernementale. La surprise vient bien sûr des communistes traditionnels alliés du reste de la gauche. Alors qu'est-ce qui leur pose problème dans ce cas précis? Essentiellement le problème donc, du bonus-malus, vous l'avez dit. Le texte sur l'énergie prévoit un bonus pour les ménages qui consomment le moins d'énergie et un malus pour les ménages qui sont les plus énergivores.
Le problème pour les communistes, c'est que cela crée une inégalité entre ceux qui restent à la maison, forcément plus consommateurs, et les autres. Or, restent à la maison les chômeurs, les malades, les retraités dont les revenus sont les plus modestes. Ils craignent aussi que ce soit les logements les plus mal isolés qui trinquent. Alors pourtant, ce nouveau couac au niveau politique illustre quand même la fragilité de la majorité au Sénat. On sait qu'il n'y a que 6 voix d'écart. Et oui, cela commence à taper d'ailleurs sur le système de François Rebsamen, le patron des sénateurs socialistes, qui déclare d'ailleurs aujourd'hui dans les Échos, je cite, « S'ils s'obstinent avec le concours de la droite à faire échec à ce texte, les communistes n'obtiendront qu'une chose, le retour à la version de l'Assemblée. » En clair, pour lui, les communistes empêchent le Sénat de travailler, d'amender, d'améliorer le texte qui, d'ailleurs, soit dit en passant, est accusé d'être une usine à gaz. EDF le juge, paraît-il, trop complexe et inapplicable. Cet épisode, en tout cas, ce couac parlementaire illustre une fois de plus la fragilité de la majorité au Sénat. Impossible pour les socialistes de l'emporter sans tous leurs alliés. Vous l'avez dit, il n'y a que 6 voix d'avance. Il faut donc avoir toutes les voix des écologistes, des radicaux et des communistes sans exception. Or, le problème pourrait bien se poser à nouveau puisque les communistes comptent se faire entendre à l'occasion de l'examen du budget 2013, donc courant novembre, un budget d'austérité, estiment-ils. Ils se sont d'ailleurs abstenus lors du vote à l'Assemblée nationale et doivent encore arrêter leur décision mardi prochain au Sénat. Merci beaucoup Tam Tranui, et je vous le disais donc dans les titres, Harlem Désir sera intronisé ce week-end à Toulouse, premier secrétaire du Parti Socialiste. Je vous propose tout de suite de voir le reportage sur place de nos envoyés spéciaux Paul Bouffard et Fabrice Cunet. Ce rendez-vous de Toulouse, c'est d'abord le rendez-vous d'Harlem Désir. Alors le successeur de Martine Aubry a travaillé son entrée, travaillé son discours aussi pour lancer un congrès dans un contexte difficile pour la majorité. C'est un congrès de combat contre les conservatismes, face à une droite qui n'a pas accepté le verdict du 6 mai et le changement qu'ont choisi les Français. Les socialistes, aujourd'hui, sont rassemblés dans un congrès d'unité où ils vont faire Pâques autour de ce gouvernement, où ils vont retrouver la fraternité. Et comme un symbole, la première tribune accueille son ancien rival dans la course à la tête du parti, mais aussi Ségolène Royal, bien décidée à peser au sein du PS. Alors face aux journalistes, elle a appelé le gouvernement à accélérer le rythme des réformes. Aujourd'hui, je m'exprime en tant qu'une présidente de région qui est au contact des entreprises, bien d'autres que moi pourraient le faire, en ayant le même constat et en écoutant les Français qui veulent comprendre le sens des actions prises, qui veulent une accélération des réformes de structure, qui veulent voir passer aux actes. Dans les allées, un seul mot d'ordre, soutien total à un gouvernement accusé d'amateurisme à droite. À son arrivée, Martine Aubry joue les porte-paroles et attaque. Moi, je me tais, j'ai fait mon travail. Monsieur Fillon ferait mieux de se taire parce qu'il ne l'a pas fait. Et moi, je serais à sa place, j'aurais honte de ce que j'ai fait pour la France. Et je ne donnerai pas des leçons à mes successeurs. Je leur dirai bonne chance, parce que notre pays a besoin de se redresser. Surtout, pas de couac, pas d'erreur de communication et encore moins de dissension. En coulisses, l'Élysée a passé le message et suivi de près l'organisation de ce congrès. Message visiblement reçu. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre l'émission Parlement Hebdo avec Chantal Joanneau, nouvelle sénatrice UDI-UC de Paris. Le congrès du Parti Socialiste se tient ce week-end à Toulouse. L'occasion pour les militants de se retrouver pour débattre. Un événement à suivre ce week-end en direct sur les chaînes parlementaires.